Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la Drôme pour profiter de la préparation des fêtes de Pâques. La visite gastronomique commence à la maison Pascalis située à Bourg-de-Péage. Ici, depuis 4 générations, on fabrique de façon artisanale la fameuse brioche de Pâques, la pogne. Recette avec le maître des lieux Jean-Charles Pascalis. Bonjour Jean-Charles, vous allez bien? Bonjour Sandrine. Comment ça va? Très bien, et vous? Bon, en pleine préparation, on oui, fête Pâques d'ici quelques jours. Donc voilà, là vous êtes au four et au moulin. Oui. On va parler de la pogne et du Saint-Genis. Saint-Genis, c'est pas la Drôme, ça va être autre chose, on va le voir. Mais ici, ce qui compte, c'est quand même la pogne. Alors, un petit point sur cette fameuse brioche. Quelle est sa particularité? Alors la particularité, c'est qu'elle se fait surtout, elle se faisait surtout à la période de Pâques. Ouais. Voilà. Et la particularité de cette brioche, elle est double. Elle est parfumée à l'eau de fleur d'oranger et elle est faite au levain naturel. Voilà. Ah oui, Voilà. effectivement, c'est Voilà. pas une brioche comme les autres. Alors, ça fait depuis 4 générations que vous fabriquez ce fameux produit. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi avoir tout simplement repris le flambeau et défendre ça? Je sais que vous l'aimez cette pogne, on va en parler, il y a plein de choses que vous faites au quotidien. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez dans ce produit qui est typiquement local? Je suis né dedans, déjà, c'est plus simple. Hein. Et pourquoi? Parce que ça permet, même si c'est un produit qui est basique au départ, ça permet d'évoluer puisqu'on a fait des petites créations derrière. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot à toujours faire la même pogne. La pogne traditionnelle est toujours la même, mais on essaie de la faire évoluer aussi. Et c'est ce qui est intéressant. Alors, je vous laisse travailler, je vous pose les questions en même temps parce que par rapport à cette pogne, est-ce qu'aujourd'hui, elle est... Allez, c'est un produit un peu désuet, on l'oublie ou est-ce qu'au contraire, les petits jeunes viennent vous voir, on voit que la boulangerie juste à côté est quand même bien fournie, ils s'arrêtent. Est-ce qu'on l'a perdue de vue cette pogne ou est-ce que non, elle vit encore très très bien? Bien écoutez, elle vit bien. Elle vit bien par le fait aussi qu'elle est connue, je n'allais pas dire dans le monde entier, mais qu'elle est connue au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce qui fait que quand les gens viennent dans notre région, ils sont intéressés d'acheter ce type de produit. Alors, d'ici quelques jours, ce sera Pâques. Généralement, comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir subvenir à tous les besoins des Auvergnats-Rhône-Alpes qui viennent chercher leur pogne? Combien de temps à l'avance ça vous demande? On ne peut pas travailler longtemps à l'avance parce que c'est un produit qui se travaille, on le travaille 24 heures, 48 heures à l'avance. Donc ça veut dire que quand il arrive la semaine de Pâques, eh bien, tout le monde fait beaucoup plus d'heures. Parce que c'est le moment voulu, c'est comme en pâtisserie avec lorsqu'arrive la fête de Noël, eh bien tout le monde est là. Nous c'est pareil. Comme c'est un produit qu'on n'anticipe pas beaucoup, qu'on ne peut pas travailler longtemps à l'avance, eh bien la semaine de Pâques, tout le monde est là et tout le monde fait beaucoup d'heures, mais c'est normal, hein, c'est notre métier. Alors c'est assez surprenant, certains peuvent être surpris de cette façon de travailler parce que vous avez gardé votre petite équipe, la technique artisanale, ce superbe produit qui est la pogne. Et puis, à l'inverse, il y a des collègues à côté qui vont sortir du surgelé, qui vont avoir, 3-4 gars. Vous avez quand même 17 personnes dans votre équipe. Vous fabriquez qu'un seul produit, vous y tenez. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Parce que la concurrence est un peu rude. À côté, on va avoir des pognes qui vont faire moitié prix, qui coûtent rien. On va les mettre tout simplement dans un four pour les réchauffer. Pourquoi est-ce que vous défendez ça? Après, c'est un choix personnel. Je crois que moi, c'est important d'être du début à la fin. Acheter mes pognes surgelées, c'est impossible, quoi. Et même mes croissants surgelés, tout ce qu'on vend au magasin, on le fabrique nous-mêmes. Autrement, même mes gars, ils n'accepteraient pas, quoi. C'est dans nos tripes un peu, c'est dans nos gènes. Si quelqu'un fabrique pour nous et qui nous vend du produit surgelé, non, c'est pas possible. Les pognes seront cuites durant 20 minutes, l'occasion pour Jean-Charles Pascalis de préparer les Suisses, sablés à la fleur d'oranger, ou les Saint-Genis, une brioche garnie de pralines rouges et née en Savoie. Alors Jean-Charles, on est dans un joli produit qui a déjà une belle réputation. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter, vous, de plus par rapport aux générations passées? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut être aussi sur Internet, se connecter, faire venir les gens? Comment ça se passe dans votre quotidien à vous? On va dire de chef d'entreprise 4.0 maintenant. Je crois que ce qui est important, c'est d'évoluer justement en fonction de la clientèle, de commercialiser peut-être différemment, puisque nous sommes présents sur Internet. Les produits que vous voulez, vous pouvez les avoir chez vous dans toute la France 48 heures après. Ouais. En 48 heures, toute la France? Dans toute la France, vous êtes livré 48 heures, dans les 48 heures. Donc c'est une évolution. Peut-être qu'un jour, on arrivera au click and collect qui fait que vous commandez sur votre smartphone et vous venez chercher le produit que vous avez commandé à l'heure que vous voulez, qui fait qu'on pourra avoir encore une fraîcheur un peu plus réduite.
il y a une évolution, il faut y être dedans. Hein. Tout en continuant un travail artisanal et de voilà, qualité. le produit, c'est toujours le même. Vous voyez, on rajoute les pralines à la main. Hop. Voilà, on a encore pas mal de cargaisons à faire parce que Pâques, il y a beaucoup de gourmands. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci. Et puis, je vais aller goûter un petit peu. Très bien. Depuis 2004, Jean-Charles Pascalis vous invite dans les coulisses de sa boulangerie. Au programme, la visite du musée de la Pogne et de son fournil. Autre idée de sortie pour les vacances du côté de la Loire, où pendant que certains seront en chasse au trésor, d'autres seront en escape game. Le frisson vous laisse toujours un petit goût dans la bouche. Vous aimez l'aventure hors norme. Vous invitez toujours des copines pour regarder des films qui vous mettent la boule au ventre. Eh bien, l'escape game, c'est pour vous. On vient ici pour le goût du challenge, pour avoir des frissons, pour s'amuser et puis se retrouver un peu comme dans un film en fait. Je crois que c'est ça. Ouvert depuis 9 mois seulement, ce premier escape game stéphanois ne désemplit pas d'étudiants, familles, collègues de boulot qui se verraient bien dans la peau d'un agent secret ou d'un justicier. Leur mission, sauver sa peau ou celle de l'humanité en grandeur nature. Oh, c'était une mission d'évasion dans une prison. Et il fallait d'abord s'évader et ensuite trouver un code pour détruire une bombe. Et mission accomplie, certes. Elles sortent indemnes et hilares, mais rarement en moins d'1 heure. Pour s'échapper, il faut sagement retourner le décor d'un bureau époque guerre froide, centre russe de haute sécurité, bourré d'agents doubles ou de fausses pistes. La tâche n'est pas moins rude. Dans l'autre pièce du jeu, une chambre de motel pas très nette. L'âge compte à peine 10 ans révolus. Et quel que soit le scénario catastrophe, le premier conseil pour réussir, c'est bien sûr de mettre ses neurones en ébullition et de penser équipe. Ça, c'est en général le plus dur parce que quand on est. Là, on a tous le même âge, on se connaît. Moi, quand je le fais en famille avec mes frères, mes parents, c'est souvent difficile de s'entendre. Parce qu'il y a les plus petits qu'on ne veut pas forcément les séparer, les parents qui sont un peu entre eux. Et se dire que parfois les indices ne servent à rien. Ça, c'est difficile. Des fois, il y a des salles où il y a plein d'objets et on se focalise sur des choses qui ne servent pas forcément. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. C'est absolument pas. Je sais pas, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose là-dessous. Je sais pas. Il y a bien là quelques lignes de code 1.0, mais nos ludothécaires s'embrouillent avec les chiffres. Alors la maîtresse du escape game qui les observe via une caméra de surveillance lance un premier indice. Là, elles commencent à voir le temps défiler un peu. Elles sont stressées, mais elles sont sur le point d'y arriver, donc c'est pas trop. C'est vrai que les gens viennent ici pour se divertir, mais surtout jouer entre amis. Parce que souvent, dans les activités, les loisirs qu'on fait, on est un peu les uns contre les autres. Qu'ici, vraiment, tout le monde doit participer. C'est vraiment un jeu d'équipe où chacun a sa place, chacun apporte sa pierre à l'édifice, si je peux dire. C'est pour ça aussi qu'on reçoit beaucoup d'entreprises pour les team building, les cohésions de groupe, l'obligation de coopérer. Du coup, ça les soude un peu. Et les gens se prennent bien au jeu en général quand ils sortent. Ils me disent on se croirait vraiment dans un autre, dans un autre univers. Donc c'est vrai que c'est bien. Voilà, une activité qu'on peut faire en famille, c'est assez intéressant. Costumés, les yeux bandés, nos derniers arrivants sont prêts pour 1 heure de mission évasion. Immersion et frissons garantis jusqu'à fermeture des portes de l'escape game à 23h. Nous sommes de retour dans la Drôme. Après la Pogne, place au chocolat. C'est à la Cité du Chocolat située à Tain-l'Hermitage que nous plongeons dans l'univers de Valrhona. Implantée depuis 1922, la maison fournit les plus grands chocolats aux chefs et artisans du monde entier. Et depuis 2013, elle invite le grand public dans un musée interactif et sensoriel pour une balade gourmande autour du précieux nectar. Franck Vidal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de la Cité du Chocolat, un superbe lieu dans lequel les Auvergnats Rhône-Alpins sont invités à visiter et découvrir le chocolat. Donc ouverture de ce lieu depuis le 24 octobre 2013. Avant cette expérience, on va plonger dans l'univers du chocolat et Valrhona. Alors quand est-ce que cette aventure a commencé pour l'entreprise ? Alors l'aventure Valrhona, c'est un pâtissier ardéchois installé à Tournon qui s'est installé juste de l'autre côté du Rhône, à Tain-l'Hermitage, en 1922 et qui a commencé à faire du chocolat pour ses collègues pâtissiers. Donc c'est comme ça que tout a commencé dans ces années-là. Quel est le visage alors aujourd'hui de l'entreprise Valrhona ? Alors aujourd'hui, Valrhona, c'est une entreprise toujours drômoise, toujours installée. La production est installée ici à Tain-l'Hermitage. On va visiter cette chocolaterie avec vous. Et on est à peu près 800 personnes à travailler dans l'entreprise. On fait 65% de notre activité à l'international. Donc on est une entreprise drômoise mais internationale. Et on est
présent effectivement partout dans le monde, aussi bien au Japon, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, partout en Europe, partout où la gastronomie française est présente. Alors d'où vient ce chocolat qu'on consomme au quotidien? D'où vient le chocolat de façon générale? Alors, d'abord, le chocolat ça vient d'un fruit qui s'appelle la cabosse de cacao, qui pousse dans la ceinture tropicale entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. C'est donc un fruit exotique. Et cette cabosse, elle recèle des petites graines qu'on appelle les fèves de cacao. Et c'est ces fèves qu'on va utiliser pour faire du chocolat. Donc tout le travail en amont de la fabrication du chocolat, c'est de chercher les meilleures origines de fèves de cacao pour faire le meilleur chocolat. Le monde change, évolue, on le sait en termes de consommation, mais également notre planète Terre, on le sait, le réchauffement climatique. Est-ce que ça veut dire que le chocolat va peut-être disparaître d'ici quelques années? Ça va devenir un produit de luxe ou rare? Ou est-ce qu'aujourd'hui on arrive à suffisamment renouveler les récoltes? Quel point faire sur l'avenir de toutes ces sources qu'il y a dans les pays tropicaux? Alors, nous, c'est une préoccupation de tous les instants chez Valrhona. Je vous parlais de notre équipe de sourceurs. On a aussi une équipe de chercheurs qui travaillent sur la pérennisation de ce cacao. On a un gros programme d'agroforesterie qu'on mène avec le CIRAD et avec d'autres collègues chocolatiers pour justement privilégier ce mode de production qui est le mode de production du cacao ancestral et qui fait qu'on aura une certaine pérennité sur l'avenir du cacao tout en préservant la planète. Parce que faire de la culture intensive de cacao pour avoir le plus de cacao possible, ce n'est pas du tout dans le sens de nos valeurs. Voilà, éthique et qualité au sein de Valrhona et également une expérience sensorielle, visuelle. C'est vrai que quand on vient ici à la Cité du Chocolat, vous permettez aux visiteurs de prolonger l'expérience. En quelques mots-clés, qu'est-ce qu'on peut découvrir ici au sein de cette cité? Alors, quelques mots-clés. Effectivement, les sens sont en exergue dès l'entrée. On apprend à déguster du chocolat noir, on apprend à déguster du chocolat au lait. On va faire des petits jeux sensoriels autour du toucher, de l'ouïe. Écouter une mousse au chocolat, c'est pas banal. Ensuite, on va sentir des odeurs d'ingrédients qui se marient avec le chocolat. Et tout au long de la visite, on va déguster, bien sûr, du chocolat pur, mais aussi du chocolat en cours de transformation, comme du chocolat de la pâte de cacao où il n'y a pas de sucre du tout. On va pouvoir déguster des bonbons de chocolat finis. Et puis, depuis l'ouverture du deuxième étage de la Cité au mois de juin, on a ouvert un espace de restauration qui s'appelle le comptoir Porcelana, où on peut faire une expérience chocolat au déjeuner. De l'entrée jusqu'au dessert, on a des plats où on peut voir comment le poisson peut se marier avec du chocolat dulcé ou comment le chocolat noir Xochopilli se marie avec du canard. Et effectivement, la visite de la chocolaterie et surtout de la Cité du Chocolat permet à tous les touristes étrangers, on reçoit beaucoup de clients japonais, on espère recevoir de plus en plus de clients chinois. Quand la grande vallée mondiale de la gastronomie passera de Dijon à Lyon, à Valence et à Tain-l'Hermitage, on espère recevoir le plus possible d'étrangers et qui découvriront ce qu'est le chocolat made in France. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et moi, pour vous aider un petit peu dans la tâche, je vous propose de réessayer chaque stand de dégustation, à savoir si tout est bien en place, si tout est OK, d'accord? Vous avez un dur métier. Oui. Merci beaucoup, Franck Vidal. Merci. Merci à vous. Gourmets et gourmands, Pâques arrive d'ici quelques jours, alors bonne chasse et bonne dégustation, car vous aurez une chance sur deux de tomber sur un œuf fabriqué avec du chocolat Valrhona.